Unreroute the rivers, let the damned water beat. There's some people down the way that's thirsty, so let the liquid spirit free. The people are thirsty because of man's unnatural hand. Watch what happens when the people catch wind, when the water hit the banks of that hard, dry land. Liquid spirit, liquid spirit, liquid spirit, liquid spirit. Clap your hands now. Bonjour à tous et bonjour à toutes, ravi de vous retrouver, Olivier Sokolski en votre compagnie pour la deuxième partie de Mythe de Boss. On vous l'a dit avec un invité qui vient de loin ou pas de si loin comme on veut, en tous les cas de la province d'Anvers. On va vous le présenter d'ici quelques secondes. Pour ma part, je suis accompagné comme chaque semaine de Serge Bézère. Bonjour Serge. Bonjour Olivier. Ça va, tout va bien, ça roule ? Ça va très bien, ça roule toujours. À quelques jours de Rosh Hashanah, est-ce que vous vous préparez ? On se prépare avec énormément de ferveur, oui. On va demander à notre invité s'il se prépare également. C'est Michael Freilich, député fédéral. Bonjour Michael Freilich. Bonjour à tout le monde. Est-ce que d'abord je prononce bien votre nom ? On dit Freilich ou Freilich ? Alors ça dépend. Alors en Flandre on dit Freilich. Freilich. Avec le G, et en Wallonie on dit Freilich. Alors on va dire Freilich, on va essayer de respecter ce qui est. Comment se sent Michael Freilich à vous aussi ? Je vous pose la question, à quelques jours de Rosh Hashanah, qui est non seulement ce début d'année, mais qui est surtout quelque part un examen de conscience auquel tout bon juif qui se respecte doit faire face pour se dire est-ce que j'ai bien fait cette année, est-ce que je vais encore faire mieux l'année prochaine ? Oui, alors Rosh Hashanah, bien sûr, c'est très important pour tout le monde, je crois, dans la communauté juive. C'est un peu le début de l'année et aussi on a l'année politique. Et donc pour moi, comme membre du Parlement fédéral, je dois faire la réflexion d'abord sur l'année précédente envers les gens que je connais, la famille, les amis, mais aussi envers la politique. Regarder, est-ce que c'est une bonne année? Est-ce que c'est une année où j'avais pu prendre des pas importants et qu'est-ce qu'on peut apprendre pour faire que l'année qui arrive soit toujours une meilleure année, parce qu'on veut quand même toujours pouvoir grandir. De manière générale, vous êtes satisfait de l'année dernière ? Oui, parce que en fait, c'est vraiment la première année qu'on n'avait presque pas de Covid. Au début, on a eu quand même un peu, mais surtout les derniers 6 mois, on est retourné au Parlement, on est retourné en voyage, en vacances, et ça veut dire surtout pour ce qui me concerne à moi, j'avais beaucoup d'énergie qui était prêt à exploser, et je crois quand même que j'ai pu faire beaucoup de bonnes choses. Dans un contexte qui était difficile de manière générale, hein, mais on va y revenir. Oui, les contextes politiques, c'est toujours compliqué, mais c'est pas parce que c'est difficile que c'est un problème, en tout cas pas pour moi. Alors Michael Freilich, cela dit, on va revenir au fil de l'émission. On vous l'a expliqué un peu hors antenne. On va d'abord parler de votre parcours. On va revenir bien en arrière. Alors vous avez 42 ans, vous êtes marié, vous êtes papa. De combien d'enfants ? J'ai 4 enfants. Vous avez bien travaillé. Merci beaucoup. Et c'est 4 garçons. Alors en plus, Ouais. Madame est contente ? Madame aurait vraiment voulu avoir une petite fille, mais ça arrive à un moment que ça marche pas. On a essayé toutes les recettes, tous les secrets qu'on nous a dit, mais c'était que des garçons. D'ailleurs, de l'ambiance à la maison. Hein. C'est Ouais, 4 plus 1 garçon. Il en manque 6 pour l'équipe de football ou 5 pour le minyan, comme on veut. Voilà, exactement. Alors- Non, le plus jeune, il a 5 ans, le plus âgé, il a 17 ans, donc c'est un peu tous les âges, mais c'est surtout... non, je suis très fier d'être papa de 4 garçons et c'est chaque jour, comment dire, good fun en anglais. Ma femme est anglaise, donc on parle beaucoup l'anglais aussi. Donc, ouais, je suis très content. On va revenir, on a oublié de dire aussi que vous êtes bien sûr député fédéral pour les personnes qui ne le savent pas à la NVA, c'est important, on reviendra bien entendu tout au long du parcours sur la NVA. Avant ça, on va revenir sur votre parcours. Vous êtes né à Anvers, vous avez étudié à Anvers, racontez-nous. Alors, oui, je suis né à Anvers. Ma maman est née à Anvers et j'ai fait l'école Yesodei Torah jusqu'à l'âge de 18 ans où j'ai eu mon bac. Après, j'ai fait la yeshiva, 1 an en Angleterre, 1 an en Israël.
Et j'ai continué mes études aussi en Israël, à Jérusalem, au Machon Lev. Et après, j'ai fait mes études aussi aux États-Unis. Et donc, voilà, j'ai vu un peu tous les différents systèmes d'éducation qui sont importants, et de la yeshiva et de l'université, soit en Belgique, en Israël, aux États-Unis. Donc, je peux dire que je suis un all-rounder. Ok, alors juste après vos études, qu'est-ce qui se passe? Alors, après mes études, mais déjà pendant mes études aussi, j'ai commencé à écrire pour le journal, le mensuel de mon grand-père, Yachts actuel? Louis Davids. Dans le temps, ça s'appelait Belgisch Israelitisch Weekblad. C'était un long, un long nom. Et c'était un journal, en fait. Il sortait chaque semaine. Et donc, comme que j'étais en Israël, je lui avais posé la question, je crois que j'avais 19 ans, si je ne pouvais pas écrire une newsletter une fois par semaine correspondant à Jérusalem. Et il a dit, oui, bien sûr, pourquoi pas. Et j'ai fait ça et c'était directement quelque chose qui m'a passionné. Vous aviez le sens de l'envie d'écrire déjà, un sens de l'écriture. Vous saviez que vous vouliez faire quelque part du social, parce que finalement, c'est vers là que vous allez à la fin. C'est pour aider les gens. J'ai commencé à écrire le premier journal de l'école quand j'avais 12 ans. Et directement, je me suis dit, ouais, je veux bien faire ça parce que on est toujours une personne, on a une voix, mais si on écrit et on peut publier quelque chose, alors on peut arriver à beaucoup plus de personnes. Et donc, ça, c'est un peu l'idée de le journalistique aujourd'hui, hein. Donc, on est ici dans un studio, on a une conversation entre 3 personnes, mais on espère qu'il y a des milliers et des milliers de gens qui nous entendent. Et ce que vous écrivez à l'époque, c'est de la chronique ou bien c'est déjà des vues plus engagées par rapport à ce que vous croyez ou à ce que vous voyez ou à ce que vous constatez? Ouais, alors ça a commencé simplement avec l'actualité. Et il y avait beaucoup d'actualités. C'était dans le temps après que les accords d'Oslo ont explosé, quand il y avait beaucoup d'attentats, quand c'était vraiment un moment très difficile en Israël. Et donc, il y avait assez de l'actualité chaque jour, des choses qui se passaient. Il y avait Yasser Arafat qui était à Ramallah. On avait Ariel Sharon qui est devenu le premier ministre, qui l'a enfermé en fait dans son compound. Et donc, seulement sur l'actualité, il y avait déjà assez à écrire. Mais bien sûr, même dans un texte qui est assez neutre, je crois que la personne qui lit va directement comprendre un peu c'est qui la personne derrière. Les Ouais, opinions. les opinions, ouais. Vous devenez à un moment rédacteur en chef du magazine Yachts Actuel. Ça dure 12 ans. Vous nous expliquez un petit peu? Voilà, alors j'avais 24 ans, mon grand-père, il allait en pension, il avait déjà il avait presque 70 ans. Et alors, on avait plusieurs options. Qu'est-ce qu'on va faire avec le journal? Et alors, ensemble avec ma maman, on a pris, parce qu'elle travaillait aussi, elle faisait tout ce qui a à faire avec la publicité. On a pris la décision de reprendre, mais de changer. Ça veut dire de moderniser sur plusieurs points. Alors, d'abord, on a Est-ce que changé c'était le nom. rentable? C'est rentable d'avoir un magazine Alors, un journal, c'était difficile. Alors, on s'est dit, mais effectivement, si on va changer et devenir un magazine qui sort une fois par mois, on a plus de chances d'être rentable parce qu'alors, on a le même nombre de gens qui font la publicité, mais ils ne doivent pas mettre chaque semaine, ils doivent mettre une fois par mois. Et donc, on a commencé comme ça. D'abord, on a changé le nom parce que Belgisch Israelitisch Weekblad, c'est un nom archaïque, c'est très long. Et beaucoup de gens faisaient la faute, surtout en Flandre, Israélis et Israélitis, c'est quoi? C'est la même chose. Il y a beaucoup de gens qui ne comprennent pas que Israélitis n'a rien à faire avec Israël, c'est les Juifs. Et c'était trop long. Alors, on a pris simplement Yachts Actualité. Traduire ça en flamand, je crois que c'est actualité juive un peu. Donc, c'est très court comme nom, mais c'est un nom qu'on peut aussi mettre dans la presse. Et en fait, mes études, ce n'était pas le journalistique. Mes études, c'était le marketing. Et moi, j'ai toujours dit, pour moi, Yachts Actuel, c'est une affaire de marketing parce qu'il faut pouvoir, avec un petit magazine, quand même avoir un grand impact. Alors, ça veut dire d'abord, il faut pouvoir rentrer dans la presse. Et deuxièmement, ça doit être rentable. Ça veut dire qu'il faut trouver des gens qui veulent faire la publicité et qui veulent payer pour la publicité. Alors, en fait, le deal que j'ai eu avec ma maman, c'était mon job, parce qu'elle était directrice, moi j'étais rédacteur en chef. Mon job était pas seulement d'écrire des textes, mais d'arranger que
partout où elle allait, et elle toquait sur la porte en demandant est-ce que vous voulez faire une pub, et les gens demandent vous êtes qui? Je suis Yachts Actuel. Qu'il n'y a personne qui puisse dire c'est qui Yachts Actuel, c'est quoi Yachts Actuel? Et quand même, je crois qu'on a eu un grand succès. Et directement dans le premier numéro, on avait une interview avec Karel de Gucht, qui dans le temps était ministre d'Affaires étrangères. Et je crois qu'il faut avoir l'ambition, et il ne faut pas se dire ouais, on est trop petit, ils ne voudront pas donner une interview. Donc on a directement joué au plus haut niveau, et on a eu du succès parce que beaucoup de nos histoires ont été reprises dans la presse nationale, mais plusieurs fois même internationale. Mais à la base, vous vous êtes adressé à la communauté juive d'Anvers. On s'adresse à la communauté juive de la Belgique, donc ça veut dire effectivement tout le monde qui lit le flamand, Oui. mais aussi à tous les amis de la communauté juive, parce qu'il y a beaucoup de gens qui ne sont pas juifs, mais qui veulent comprendre le judaïsme, qui ont des amis qui sont juifs. Et on a aussi fait assez du marketing, ça veut dire que le magazine a été envoyé à plein de politiciens, à toutes les bibliothèques en Flandre, à des écoles. Et donc, comme ça, on avait un reach qui était vraiment beaucoup plus grand, et que ça a vraiment aidé à grandir le nom de Yachts Actuel. Et ça dure combien de temps à la tête de Yachts Actuel? Et qu'est-ce qui vous fait switcher? Alors, à un certain moment, quand on fait quelque chose déjà 10 ans, on se pose la question, est-ce qu'on va rester faire ceci? Mais comme vous le savez, tout ce qui a à faire avec les publicités pour mettre dans le print, c'est difficile. Parce qu'il y a plus en plus qui vont online. Et pour un médium comme Yachts Actuel online en néerlandais, c'est une niche qui est vraiment très petite. Donc là, on ne pouvait pas vraiment grandir. Ce qui veut dire, c'est qu'il fallait changer le magazine, pas chaque mois, mais chaque 2 mois. Et aujourd'hui, ça existe encore. Je ne suis plus rédacteur en chef, mais il sort une fois par 4 mois, donc par 3 mois. Donc il sort encore 4 fois par an. Et alors, on voyait aussi le futur, ça sera difficile. Et il y a eu des colloques ou des organisations qui font la même chose, mais en Italie, aux États-Unis. En fait, tous les journalistes des mensuels juifs qui sont venus ensemble à Jérusalem pour une conférence de la presse juive mondiale. Qu'est-ce qu'on fait? Où est-ce qu'on va? Comment on continue à grandir? Et on voyait que c'était partout la même chose, c'était partout le même problème. Et la solution, la conclusion était que, surtout pour les communautés plus petites, comme en Belgique ou en Italie, ou en Hollande, la seule façon pour un magazine juif de pouvoir grandir, c'est s'il y avait de l'aide extérieure, ça veut dire ou bien de l'aide de l'État, mais Yachts Actuel n'a jamais reçu de subside, ou bien trouver, comme on dit, un mécène qui donne de l'argent, un patronage, quelqu'un qui dit on va soutenir ça pour une bonne cause. Mais ce n'est pas facile de trouver des gens qui veulent soutenir ceci. Et je me suis dit, il faut lentement penser à d'autres choses. Et comme rédacteur en chef, j'avais quand même assez de bonnes relations avec plusieurs partis politiques parce qu'on avait une fois par an les interviews avec les chefs de parti, les chefs de groupe, avec le bourgmestre de la ville. Et j'avais un contact avec Bart de Wever qui, en fait, au début du parcours, était très difficile. On avait un accrochage, si je peux le dire, au début de sa carrière, ou un peu au début de ma carrière, au début de sa carrière, quand il était en train de grandir. Et en fait, ce que j'avais appris une fois que je l'ai rencontré, c'est qu'il ne connaissait pas la communauté juive. Il n'avait pas vraiment une idée. Et c'était un collègue à moi, André Gantman, qui est aussi de la communauté juive, qui était dans le temps échevin, qui était assez proche de Bart de Wever, qui lui a dit, écoute Bart, je vais t'apporter à rencontrer Monsieur Herschel Fink, qui était un rescapé de la Shoah, qui a survécu. Et ils sont allés parler, ils sont allés voir, et c'était un rendez-vous qui était prévu pour 1 heure, mais ça a duré 3-4 heures. Et Bart était vraiment très impressionné, et il a vraiment ouvert les yeux, il a compris qu'est-ce que c'est la communauté juive, qu'est-ce que c'est la communauté juive d'Anvers, c'est quoi le rôle d'un bourgmestre. Et depuis lors, lentement, il était très favorable à la communauté juive, à la défense, à la protection de la communauté, au soutien à l'Israël, soutien à la communauté juive quand il y avait besoin des questions pour des rénovations des synagogues, quand il y avait des questions pour mettre des caméras pour la protection, quand Israël avait beaucoup de critiques internationales au Parlement, le seul parti qui le soutenait, c'était la NVA. Et aussi, je crois que c'était en 2015 ou 2016, Bart de Wever a dit très clairement,
quand il y avait le 1er mai, la mémoire de la Shoah, il a dit que le Vlaamse beweging, le mouvement flamand pendant la Deuxième Guerre mondiale était faux en ce qu'il faisait. Et pas seulement ça, après la guerre, après la Deuxième Guerre mondiale, il mettait trop le point sur trop peu le point sur la collaboration. Et il dit que c'était la page la plus noire du mouvement flamand et il faut le reconnaître. Et il se distançait tout à fait et aussi personnellement, hein, même l'été passé, il était visiter des camps de concentration avec ses enfants, avec sa famille. Il disait c'est important que vous voyez ça avec vos yeux. Et donc, moi, j'ai appris à connaître Bart de Wever comme une personne, on parle de beaucoup d'années, hein, on parle de 10-15 ans, une personne qui est très sincère aussi envers la communauté juive, qui veut comprendre, qui veut aider et qui est ouvert à la communauté juive. On va peut-être revenir 2 minutes sur votre parcours, sur ce moment charnière, parce que la relation avec Bart de Wever, elle vient dans le temps, comme vous le dites, mais avec Bart de Wever et les autres personnes aussi au niveau du mouvement, j'imagine, et du parti. Donc, vous êtes là à ce moment où vous dites Yo, c'est terminé, on va passer sur autre chose, j'ai des contacts avec plein de gens que je connais dans la politique, mais c'est la sensibilité qui vous fait le plus, enfin là où vous êtes le plus, qui vous touche le plus, c'est la NVA à ce moment-là, parce que on peut dire, je sais pas, on est en quelle année plus ou moins? On parle de 2019, donc c'est pas il y a très longtemps. Ah, c'est pas il y a longtemps. Non, la NVA est déjà le mouvement, le parti politique qu'elle est aujourd'hui, c'est-à-dire un parti majoritaire, donc déjà important, etc. Et donc vous dites, moi j'aime, j'adhère, ça c'est des idées vers lesquelles je veux aller, et c'est là que vous allez vers... il y a deux aspects dans cette histoire-là. D'abord, il y a l'aspect personnel, et après, il y a l'aspect politique. Alors, l'aspect personnel, c'était que je me demandais... Les gens que je connais bien, parce que je connaissais beaucoup de politiciens, j'allais interviewer des politiciens, où en fait ils sont les amis les plus proches, les gens que je connais qui sont les plus proches de la communauté juive. Et j'étais bien sûr très proche avec André Gantman, qui est lui-même membre de la communauté, qui était NVA. Ludo van Kampenhout, je ne sais pas si le nom vous dit quelque chose, mais Ludo van Kampenhout était un échevin. En vers, on l'appelle... le membre de la commune van het Schepencollege qui est membre de la communauté belge chassidique. Donc, il n'est pas juif, hein, mais il est vraiment tombé amoureux sur la communauté belge. Il allait 2 fois par an en Israël. Quand il s'est fiancé, il a fait ça à Haïfa avec sa copine. Il a appris le yiddish. Il était vraiment fou de la communauté belge, mais Chabad aussi à Anvers. Et c'était quelqu'un qui aidait... avait des aspects financiers pour la communauté. Il était aussi la personne dans le Parlement, parce que c'était aussi un membre du Parlement fédéral. Dans le temps, quand il y avait, je crois que c'était Louis Michel qui avait proposé des sanctions sur les diamants qui sont apportés d'Israël. Alors lui, il a dit « No way, on laissera ça, on laisse jamais passer ceci ». Donc Ludo van Kampenhout, c'était un très bon ami. Personnel aussi. Il y avait Annick de Ridder qui était très proche d'Israël, qui, même maintenant, elle était à Tel Aviv pour les vacances. Donc, je me suis dit, si je regarde un peu les gens avec qui j'ai beaucoup à faire et qui sont vraiment des amis, des copains, ils sont à la NVA. Et aussi, tout ce qui a à faire avec la vision économique, parce que la NVA, c'est un parti libéral économique. Hein, c'est un peu comme la VLD sur ce plan. À part que, bien sûr, on a des principes et que chez la VLD, les principes sont vendus pour avoir un bon poste. Alors, et aussi, vous devez savoir, Annick de Ridder, Ludo van Kampenhout, André Gatman, c'était tous des ex-VLD, des ex-MR. Alors, je leur ai demandé aussi, pourquoi vous êtes allé à la NVA? Qu'est-ce que ça vous... pourquoi vous avez changé? Alors, eux m'ont expliqué. En fait, ils avaient raison. Ils ont dit, ce pays, comme on le connaît aujourd'hui, il ne marche plus. Il y a trop de blocages, il y a trop de blocus. Et on peut dire, effectivement, à un côté de l'extrémité, on a le mouvement qui veut une Flandre indépendante. Mais en fait, la NVA, aujourd'hui, demande une confédération. Ça veut dire que, oui, la Belgique restera, le drapeau restera. Et moi, je me suis dit, ça, c'est quelque chose que je peux bien sûr aussi vivre avec, parce qu'économiquement, il faut que ça change.
on va reparler de tout ça parce que vous touchez à plein de sujets qu'on a envie d'aborder de manière plus profonde et plus spécifique par après. On va marquer, Michael Freilich, une première pause musicale. On vous avait demandé, comme à tous nos invités, de choisir un morceau. Alors, vous nous expliquez lequel et pourquoi, Yerushalayim Shel Zahav? Oui, alors Yerushalayim Shel Zahav, bien sûr, c'est une chanson qui me touche chaque fois que je l'entends. C'est une chanson super émotionnelle. Et j'ai habité en Israël. J'ai habité à Yerushalayim quand j'étais étudiant. Et c'est une des plus belles villes. C'est une ville qui est tellement spéciale. Et chaque fois que j'entends ça, ça me rappelle au moment que j'y habitais aussi quand j'étais jeune marié. Pendant 6 mois, on habitait à Yerushalayim. Donc, en fait, et personnellement, pour moi, et pour tout ce qui, en fait, je suis belge, je suis juif. Yerushalayim, c'est la religion, mais c'est aussi sentiment. Donc, il y a tellement de choses qui passent là chaque fois que j'entends cette chanson que je pensais que aussi pour les gens ici peuvent encore une fois l'entendre. Et vous avez des amis, j'imagine, non-juifs ou des collègues non-juifs qui connaissent aussi la chanson, vous leur avez fait découvrir? Oui, j'essaye souvent, tout le monde connaît la Hava Nagila, mais ça, c'est effectivement quelque chose qui n'est pas tellement bien connu. Alors, quand j'envoie ça à des collègues ou à des gens, j'envoie toujours la traduction aussi parce que c'est en hébreu, bien sûr. Allez, on se retrouve d'ici quelques instants. Vous êtes אוויר הרים צלול כיין וריח אורני
Voilà, magnifique version de Yerushalayim Shel Zahav. Meet the Boss avec Olivier Sokolski et Serge Bézère. C'est sur le 90.2, vous nous retrouvez également sur les réseaux sociaux, il y a les caméras qui tournent et vous le savez, et puis vous retrouvez également sur les plateformes de distribution comme Spotify, Apple Podcast et toutes les autres. Je sais pas, d'ailleurs je ne sais même pas s'il y en a d'autres, on donne toujours celle-là. Et puis vous avez aussi une nouvelle application à télécharger sur le Apple Store ou sur le Google Android où vous pouvez retrouver toutes les émissions de Radio Judaïka. Quant à nous, on va entamer la deuxième partie de notre émission, Mythe de Boss, avec notre invité Michael Freilich. Alors, on est arrivé à ce moment charnière où vous passez, vous rentrez en politique, vous décidez de la politique. Avant qu'on passe au contenu vraiment de vos missions, de ce que vous faites et de votre action, peut-être une dernière chose. Pourquoi la politique? Parce qu'en définitive, vous avez fait du marketing, vous avez travaillé dans un journal, vous êtes au sein, on est année 2018-19, quelque chose comme ça. Il y a beaucoup d'autres choses possibles dans le média, dans la pub, dans la com, qui sont très porteuses, peut-être. Pourquoi la politique? C'est parce que vous n'êtes pas satisfait de ce qui se passe autour de vous à ce moment-là? Ou vous voulez changer le monde? Oui, bien sûr, il y a tout le monde qui veut essayer de changer le monde, mais je crois que ce que moi j'avais vu comme journaliste, c'était que, en fait, les politiciens, c'est des hommes et des femmes comme vous et comme moi, hein. Donc, au plus proche qu'on est, on comprend qu'en fait, ce sont que des gens qui travaillent, qui essayent de faire le meilleur qu'ils peuvent. Et euh, si on me donne une possibilité d'être élu comme membre au Parlement fédéral, et donc, en fait, parler pour tout le peuple, c'est quelque chose qu'on peut pas dire non. Donc, en fait, c'est pas que je l'ai cherché, on me l'a offert, hein, parce que dans une des conversations avec Bart de Wever, j'ai expliqué, je suis content de t'interviewer, on espère pouvoir faire ça pendant beaucoup d'années, mais il faut comprendre que à Yachts Actuel, ça sera difficile, comme toute la presse a difficile, surtout toute la presse en print. Et alors là, il m'a dit, ah, Michael, t'as pas jamais pensé politique? Je dis, ouais, peut-être. Alors voilà, quelques semaines après, il m'avait contacté. Tu sais quoi, quand même, si tu veux, il y a les élections qui arrivent, les élections fédérales 2019. Ça te dit quelque chose? On peut te donner une bonne place. Et voilà, il m'a dit, tu as 24 heures pour me répondre. Voilà. Alors, on a pris la décision. J'ai parlé avec plusieurs copains, avec ma femme, bien sûr, avec la famille. Et c'est une opportunité qu'on ne sort pas chaque jour, hein. Et si on peut aider et aussi, ce n'est pas seulement pour moi, hein. Je veux dire, moi, je suis membre d'une communauté. Tout le monde est membre ou bien d'une ville ou bien d'une communauté. Et si je me suis dit que je peux aider pas seulement tout le monde en Belgique, mais aussi la communauté juive à se battre contre l'antisémitisme, à défendre l'Israël, à défendre nos valeurs, alors pourquoi pas? Et alors, est-ce qu'un jour ou l'autre, et ça vous est arrivé, ça doit être arrivé, d'avoir des tensions, des choses où on se dit, ben, avec ça, je ne suis pas particulièrement d'accord, ou ça se gère de la même manière, c'est une logique à l'intérieur du parti. Comment ça fonctionne? Parce que beaucoup de personnes, et certains de nos auditeurs aussi, vont avoir des préjugés sur la NVA. Il y a beaucoup de préjugés sur la Ouais. NVA, surtout chez les francophones, hein. Surtout chez les Il y a francophones, énormément de ouais. préjugés, on associe la NVA au Ouais. pire du pire. Ouais. Qu'est-ce que vous répondez à ça? Parce que quelque part, d'une part, certaines personnes ont commencé à voter pour la NVA aussi, Ouais. à Bruxelles ou dans la périphérie. On se dit, ben tiens, oui. Et à côté de ça, on a quand même cette espèce de diabolisation qui est vue certainement par certains partis, hein. C'est toujours Ouais. partisan, hein. Mais alors, ce que moi je dis souvent, c'est qu'il faut voir, il faut dépasser le discours de l'opposition, premièrement. Et il faut voir, la NVA, c'est aussi le plus grand parti en Flandre, hein. En Flandre, c'est 40% qui a voté pour la NVA. Donc, à mes amis francophones, je dis, est-ce que vous pensez vraiment que tous les Flamands ils sont des antisémites? Et si vous pensez, alors pourquoi vous restez dans ce pays? Parce que si on dit que 40% des Flamands sont antisémites ou sont anti-juifs, et on sait que les Flamands, c'est la majorité, donc en fait, c'est la majorité de ce pays, il faut partir, mais c'est bien sûr pas le cas. Le fait aussi que la NVA était dans le gouvernement fédéral ensemble avec le PS, avec la MR, ça a beaucoup aidé. Les gens ont vu Yambon qui n'était pas vraiment connu. Donc je crois que Yambon, il est devenu un politicien très populaire, mais aussi en Wallonie, aussi en région francophone.
après qu'il est passé ministre, après les attentats, bien sûr, il était très populaire. Donc, lentement, les gens comprenaient la NVA, c'est pas le Vlaams-Belang, c'est pas la même chose. Et aux gens de la communauté juive, je dis, écoutez, pour nous, c'est important le combat à l'antisémitisme. Et qui fait quelque chose au combat à l'antisémitisme? C'est la NVA. Par exemple, la NVA a toujours critiqué l'UNIA, qui faisait presque rien quand ça venait à des attentats antisémites. Presque rien, mais encore toujours. Hein. Donc, NVA a dit non, il faut aussi faire quelque chose contre l'antisémitisme, beaucoup plus que vous faisiez aujourd'hui. Après, on a la défense d'Israël. Ici, on va voir ce qui se passe au Parlement fédéral, c'est vraiment terrible. C'est vraiment, 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 vraiment terrible, les partis de A à Z, de droite à gauche, qui sont anti-Israël. Notamment le PTB. C'est quoi votre opinion sur le PTB? C'est terrible. c'est vraiment terrible. Et ces gens, je ne crois pas qu'ils sont intéressés dans la paix au Moyen-Orient. Ils veulent, pas seulement ça, ils veulent importer le conflit ici. Ils veulent importer le conflit. Mais hélas, la même chose avec le VLD, hein, Vincent Van Quickenborne, qui est ministre, qui maintenant se tait sur le sujet, mais on sait qu'il allait visiter Cheikh Ahmed Yassine, qu'il était super pro-palestinien. On a la même chose avec Houdel Likens qui a repris, qui n'est pas très pro-Israël. On a la même chose chez CDNV, le chef de la commission d'affaires étrangères, c'est Madame Els Van Hoof. C'est CDNV, mais en dehors de la commission, elle va plaidoyer activement pour le boycott d'Israël. Alors, la relation Israël, si on en parle maintenant, au niveau de la politique belge, au niveau du fédéral, est-ce que pour vous, c'est de l'idéologie, la réaction actuelle, soit de l'idéologie? Est-ce que c'est de l'incompétence ou de la méconnaissance? Comment est-ce qu'on explique, en fait, ce qui Je crois que c'est toutes les trois choses, plus il faut ajouter des raisons électorales. Je crois que ça, c'est aussi quelque chose qu'il faut ajouter. Je crois qu'il y a beaucoup de partis qui, en fait, ils sont pas, ou des gens qui ne sont pas anti-Israël, mais ils voient que ça se vend bien. C'est un bon sujet. C'est un bon sujet. C'est surtout les socialistes, parce que je connais plusieurs d'entre eux, qui me disent, ouais, en fait, on comprend, mais en fait, nos électeurs, si on peut vraiment les chauffer contre Israël et que nous, on est là pour les défendre, alors ils vont voter pour nous. Donc, on a d'abord ceci, purement électoral. On a le fait que les gens ils connaissent pas le sujet, pas du tout. Ils n'ont jamais été en Israël. Ils me parlent d'apartheid. Je leur ai dit, apartheid, mais un instant, il y a des membres du Parlement, il y a des membres il y a des ministres arabes. Et alors, ils me regardent. Et alors, en fait, la conversation, c'est fini. Donc, ils ne comprennent pas, ils ne sont jamais allés voir, ils ne veulent pas aller voir non plus. Hein. Alors, c'est tout ensemble, effectivement. Ouais. Vous sentez esselé justement au sein de ce Parlement fédéral. Est-ce que vous êtes le seul meilleur habib de Belgique à défendre Israël, ou finalement vous êtes des collègues, bon, vous l'avez dit, à la NVA qui sont peut-être un peu plus proches que vous? Est-ce qu'il y a d'autres députés fédéraux qui adhèrent avec vous aux idées On a vu que Georges-Louis Boucher de la MR, mais il n'est pas dans le Parlement fédéral, il est un sénateur, il est sorti quand même assez fort en défense d'Israël contre la PTB. Mais pour le reste, au Parlement fédéral, c'est que Peter de Rover, mon chef de groupe, et Theo Franken et Daria Safai qui sont là pour défendre l'Israël. Et pour le reste, je crois, et moi-même bien sûr, pour le reste, sur les 150 membres, la plupart connaissent pas ou sont pas très pro-Israël ou veulent pas apprendre à connaître non plus. Michael Freilich, vous avez fait une première campagne, si je me trompe pas, 13 000 voix de préférence. Environ, je crois que c'était 13 900, oui. Ce qui est beaucoup quand on commence en politique, il me semble. Comment on fait pour atteindre un chiffre comme ça de 13 000? Parce qu'on peut dire que la communauté juive ou une partie va voter pour vous, mais pas que, parce qu'ils ne veulent pas tous voter NVA pour les raisons dont on a évoqué il y a quelques secondes. Mais ça veut dire qu'il y a j'imagine aussi d'autres qui ont voté pour vous, qui croyaient en vous. Oui, mais j'espère bien. La communauté juive à Anvers, on a 20 ou 25 000 personnes de la confession juive, mais il y a beaucoup d'enfants. Il y a beaucoup de gens qui ont moins de 18 ans. Il y a beaucoup d'étudiants qui sont
aux États-Unis, en Israël, à Yeshiva. Et il y a beaucoup de gens qui ne sont pas belges. Ma femme, mon épouse, n'a pas pu voter parce qu'elle était anglaise. Ça a changé. Maintenant, elle a reçu son passeport Elle pourra belge. voter pour vous. Elle pourra Une voix de voter pour plus moi. aux prochaines Et donc, on a élections. beaucoup de gens qui ne viennent pas de la Belgique. Donc, en fait, si on prend le nombre de membres de la communauté juive qui peuvent aller voter, je crois que ça arrive à 3-4 000. Et donc, les 13 000, j'étais très content parce que ça montre aussi que mon parti, en fait, et c'est vrai, hein, il est ouvert à tout le monde. On a des membres comme Asita Kanko, qui vient de l'Afrique. On a des gens comme Zoual Demir, qui est en fait de la Turquie. Il y a beaucoup d'années, donc on a un parti qui est ouvert pour tout le monde. Et ce que nous on dit, c'est que, en fait, qui peut être membre de notre communauté, c'est tout le monde qui veut être intégré, tout le monde qui veut travailler à faire de notre pays et de la Flandre une meilleure région, pourquoi pas. Et je crois que les gens qui votent pour la NVA ont compris ça. Et je suis, bien sûr, clairement membre de la communauté juive, mais je suis aussi membre de la communauté flamande. Et ça, c'est pour moi, c'est important. Les gens voient que je peux être compétent, pas seulement en défense d'Israël, mais par exemple, au Parlement, je fais cybersécurité, je fais télécommunication. Et là aussi, je dois dire que je peux être content que j'ai eu des succès. Et les gens voient que c'est pas seulement quelqu'un qui est que, comment un one-trick pony. Avant de parler de ce que vous faites au niveau du fédéral, donc la ligne directrice, le point commun justement de cette personne, c'est la volonté d'un futur pour la Flandre qui est différent que ce qu'on lui promet aujourd'hui. En fait, la NVA veut que toute personne peut recevoir la politique dont il a choisi. Ce qui veut dire, c'est qu'en Flandre, on vote droite. Et en Wallonie, c'est surtout gauche ou extrême gauche, ou plus gauche. Il y a très peu de centre. Alors, ce qui veut dire, c'est que personne ne reçoit aujourd'hui en fait ce qu'il veut. Personne ne reçoit ce qu'il veut parce qu'il faut travailler ensemble. Et alors, il y a un qui dit on va à droite, l'autre dit on va à gauche. Et alors, il n'y a personne qui bouge. Alors, en fait, la NVA veut que tout le monde reçoive la politique dont elle choisit. Et donc, c'est ce qui vous fait dire qu'aujourd'hui, ce pays est ingérable. On voit effectivement, il y a beaucoup de choses qui ne marchent pas. On a besoin d'une confédération où tout le monde peut faire ce qu'il veut et être... ouais. Et justement, le confédéralisme dont on entend beaucoup parler, parce que voilà, c'est des mots, et peu de personnes vont regarder ce qu'est le confédéralisme par rapport au fédéralisme. Si vous devez l'expliquer, confédéralisme for dummies. Confédéralisme, donc, c'est que chaque région, surtout la Flandre et la Wallonie, donc là on parle le néerlandais ou on parle le français, peut se gérer elle-même, peut décider l'âge de pension, peut décider sur l'immigration, sur les peines de prison. La seule chose, bien sûr, qu'on ne sait pas faire, c'est avoir une armée flamande et une armée wallonne. Et une Donc, équipe de foot. Et une équipe de foot. Donc le chocolat, le roi, l'équipe de foot restera, et pour le monde extérieur, ça sera la Belgique. Mais en interne, en fait, la politique, combien des impôts on va payer, jusqu'à quel âge on va travailler, ça sera sur niveau des régions. Est-ce que ça va au-delà de l'usage de la langue aussi? Parce qu'il y a beaucoup de gens qui sont stigmatisés par la langue. Il y a des gens qui disent « Ah oui, moi je voterais bien NVA, mais j'ai pas envie qu'on m'impose de... » Quelque part aujourd'hui, à notre époque, est-ce qu'on peut encore mettre l'usage d'une langue dans le monde planétaire comme étant un cheval de bataille? Je parle vraiment de gens qui disent « Moi j'ai les mêmes idées politiques, j'ai les mêmes idées, j'ai envie de... » mais je ne suis pas à l'aise avec l'idée qu'on me, entre guillemets, force à parler une certaine langue là où je suis. La NVA ne force personne à rien. La NVA dit que si on habite en Flandre, il faut connaître le flamand. Et c'est évident. Si on habite en Wallonie, il faut parler le français. Si on habite à Bruxelles, c'est mieux qu'on parle les deux. Et en fait, mon grand-père, Louis Davids, il a toujours dit, c'est important que la communauté juive à Anvers parle un bon flamand, il faut être bien intégré. Parce que ce n'était pas toujours le cas. Et si on voit, en fait, Anvers, c'était un peu une exception, surtout les communautés. J'étais en Italie, la communauté juive italienne parle italien. En Angleterre, ils parlent l'anglais, avec un accent anglais. Donc, dans tout le monde, on a la communauté juive, là, c'est yiddish, on parle beaucoup de français, il y a beaucoup d'anglais. Mais il faut être réaliste, on habite en Flandre. Si on veut avoir un travail, un boulot, si on veut avoir du respect, il faut connaître la langue. Et ça, c'est tout ce que la NVA dit. On ne va pas forcer des gens, quelque part d'autre, à Liège, de parler le flamand s'ils ne veulent pas. Michael Freilich, alors question, est-ce que, dans le fond, vous pensez vraiment
que les Juifs ont encore leur place en Europe et notamment en Belgique. Je vais aller un peu plus loin dans l'explication. Alors, il y a quelques semaines encore, hein, pendant ça, il y a eu cette loi sur la shrita. La shrita, c'est l'abattage rituel. À quelques électeurs près, on ne savait plus manger cachère en Belgique, ou du moins on devait l'importer. Est-ce que ça, si Bruxelles n'avait pas été là pour quelque part sauver un peu cette histoire d'abattage rituel, vous vous dites, ben, les Juifs finalement, ils n'ont plus leur place en Belgique? Non, je crois que la communauté juive a surtout une place en Belgique. Si on parle avec les politiciens, ils vont tous vous le dire aussi. Et d'ailleurs, la Cour constitutionnelle a aussi dit que il n'y avait jamais eu de question d'interdire l'importation de la viande cachère. L'importation, Donc, il non, n'y mais avait c'était jamais eu le de fait question. Vous auriez été embêté, vous personnellement, si c'était passé. Mais moi, je veux dire, moi, j'étais toujours. Et Vous avant que avez j'ai été défendu élu, ça. moi, j'ai défendu la Oui, bien shrita. sûr. Et en fait, une des raisons aussi pourquoi je suis rentré dans la politique, c'est pour assurer que qu'est-ce qui s'est passé avec la shrita ne se passe pas avec la Brit Mila. Ils en ont parlé d'ailleurs. On parle encore toujours, et je vous explique. Moi, je pense que la communauté juive, hélas, n'a pas fait son travail de PR comme il faut assez longtemps et assez bien. Et on est arrivé à un moment que, effectivement, on a interdit l'abattage rituel, mais beaucoup de politiciens n'ont jamais entendu la communauté juive, jusque c'était déjà trop tard, jusqu'à Gaïa et les groupes qui sont pour Animal ont déjà vraiment empoisonné tout le débat. Et ce que moi je dis, c'est que ce qu'on ne voit pas, ou ce qu'on voit trop peu, c'est que la shrita est quand même très différente que l'abattage du halal. Il y a un rabbin qui est présent, il y a une personne qui doit être entraînée pendant beaucoup d'années, il y a le couteau qui doit être super affûté. Et en Hollande, par exemple, la communauté juive est venue à un accord avec le gouvernement. Là, il disait, chaque fois qu'il y a l'abattage rituel juif, on a un docteur présent, un vétérinaire présent pour être sûr que tout se passe comme il faut. Seulement des professionnels peuvent faire l'abattage rituel parce que, par exemple, chez les musulmans, tout le monde peut le faire quand ça arrive à leur fête. Tout le monde prend un couteau et moi, je vous dis, si vous n'avez jamais fait ça, alors c'est quand même normal que l'animal va souffrir. Donc moi, je suis convaincu que l'abattage rituel, comme la communauté juive le fait et le faisait pendant des milliers d'années, n'est pas douloureux pour les animaux, mais hélas, la communauté juive, et en fait c'est une période de 10 ans, on n'a pas pris le temps d'expliquer ça assez bien, et on est arrivé dans la situation où on est aujourd'hui, où c'est trop tard pour convaincre des gens de changer, et c'est venu vraiment une bataille où il y a deux champs, et je ne vois plus vraiment de situation pour retourner ça, mais bien sûr, la Cour constitutionnelle a dit que l'importation sera toujours là et sera toujours possible. Ça n'aurait pas été une des raisons donc, du fait que les Juifs ne se sentent plus à leur place en Belgique? Non, si bien sûr demain on demande d'annuler l'importation, c'est toute une autre histoire, mais il n'y a personne qui demande ça. Et la circoncision, alors vous en parliez, la Brit Mila? Oui, alors lentement on entend des voix qui commencent à dire il faut mettre une fin à la circoncision. Et il y a même des pétitions qui se font en Flandre. D'ailleurs, Petra de Sutter, qui est vice-premier ministre pour Groen, a co-signé le document en disant que la Brit Mila, il faut l'arrêter. Parce que ce sont des enfants et les gens qui veulent le faire peuvent le faire quand ils ont 18 ans. Alors, c'est quelque chose qu'il faut être conscient que ça joue. Et bien sûr, ça c'est un thème au niveau fédéral. Et je suis là, je parle avec mes collègues, j'entends ce qui se passe, j'entends ce qui bouge. Et je suis prêt, s'il faut, mettre les pas nécessaires. Mais je ne crois pas qu'il faut trop y en parler, parce que pour l'instant, ça ne joue pas. Alors parlons un petit peu de votre rôle au fédéral, justement. Est-ce que vous avez eu dans votre histoire une action qui n'était pas au fédéral? Vous étiez dans d'autres parlements avant? Non. Donc juste au fédéral? Juste au fédéral, 2 ans et demi déjà. Ok, ouais. super. Et alors, donc, quels sont les domaines dans lesquels vous travaillez, les dossiers sur lesquels vous travaillez? Alors, je fais la cybersécurité, télécommunications et la poste, et aussi l'antisémitisme, C'est le combat contre l'antisémitisme. tous des sujets qui sont très importants, avec beaucoup de
une portée assez importante. Bon, l'antisémitisme est un petit peu particulier, il est à part. Les autres, c'est très business, justement. Alors, aujourd'hui, cybersécurité, post, télécommunications, on est dans le cœur de beaucoup de choses par rapport au business. La Belgique se porte bien. Moi, je pense que la Belgique peut faire beaucoup mieux. On a vu que sur la 5G, on est tout à fait derrière en Europe. On a vu que ce qui a fait, quand on regarde la Poste, si vous avez acheté une action de Bipost il y a 10 ans, alors vous allez voir que vous avez perdu de l'argent. Mais si vous avez acheté une action de PostNL ou bien de Royal Mail ou Deutsche Post, alors vous avez gagné beaucoup d'argent. Donc en fait, là, il y a effectivement un problème. Il y a un problème de concurrence déloyale de B-Post envers plein d'autres joueurs dans le marché. Et donc ça, c'est des points que j'essaie de mettre sur l'agenda. Et quand on arrive à la cybersécurité, alors effectivement, on est beaucoup trop naïf. On n'a pas de ministre de cybersécurité. Il n'y a pas, ça n'existe pas. Alors moi, j'ai demandé au Premier ministre, parce que c'est le Premier ministre qui est officiellement responsable pour la cybersécurité. Et j'ai dit avec tout le respect, Monsieur le ministre, le Premier ministre, vous avez un agenda tellement chargé, vous avez déjà les bagarres dans le gouvernement que vous devez essayer de ménager, vous avez tout ce qui a à faire au international. Pour vraiment dire que vous êtes aussi responsable pour cybersécurité, ça ne va pas. C'est d'autant plus important actuellement avec ce qui se passe à l'Est. On sait que la cybersécurité et le cyber en général, ça peut être c'est une des armes aujourd'hui qui sont, faut pas avoir peur des mots, qui peuvent être utilisées contre nous, contre les pays occidentaux. Oui, bien sûr. Et je pense que là, on peut apprendre beaucoup d'Israël et plusieurs des lois que je propose. En fait, je vais aller voir comment Israël se défend et se protège et j'apporte ça chez nous. Un mot, Michael Freilich, sur les accords d'Abraham que vous avez défendus il y a quelques jours encore au Parlement. D'ailleurs, on vous recevait ici à Radio Judaïka par téléphone, nos collègues de la matinale. Peut-être un mot sur ces accords d'Abraham qui sont importants et dont vous dites peut-être on devrait mieux savoir et mieux connaître ce que c'est. Effectivement. Alors, comme je vous ai dit, je suis l'antisémitisme au Parlement et ça veut dire que j'essaie aussi de trouver des façons et des manières pour que on puisse réduire l'antisémitisme en Europe et en Belgique. Et les accords d'Abraham, pour moi, c'est pas seulement quelque chose qui est super pour le Moyen-Orient, pour l'Afrique du Nord, mais il faut essayer de voir comment ça peut nous aider ici. Et on sait qu'il y a des grandes communautés musulmanes, il y a une communauté juive. Si on peut prendre la paix qui existe maintenant dans ces pays et on peut l'apporter ici, ce serait quelque chose de fantastique. Et c'est pour cette raison-là que j'avais arrangé la semaine passée, effectivement, au Parlement fédéral, ensemble avec mon collègue Karl Van Looy, qui est un sénateur, une conférence pour fêter le 2e anniversaire de la signature de ces accords qui étaient présents. On avait tous les ambassadeurs des pays qui ont signé les accords. Ça veut dire, bien sûr, l'Israël, le Maroc, Bahreïn, les États arabes unis et les États-Unis qui étaient présents. Et donc, c'était une très belle conférence. C'était un moment où on disait vraiment, écoutez, il faut travailler ensemble et on peut travailler ensemble. Et on voit que ça marche parce que j'ai pris l'ambassadeur du Maroc à l'ouverture d'une synagogue à Anvers et j'ai pris l'ambassadeur des pays arabes unis pour faire un moment de silence au monument de l'Holocauste. Ça sont des choses qu'il y a plusieurs années, c'était vraiment infaisable. Et moi, j'espère que les gens de la communauté musulmane voient ce message-là et se disent, ah, en fait, s'il y a un jour des problèmes entre Israël et les Palestiniens, alors il ne faut pas l'importer parce que la paix, c'est possible et on peut travailler ensemble. Peut-être une dernière question au niveau de ce qui se passe au fédéral pour l'instant sur la crise actuelle énergétique, etc. Alors, je suppose que tout le monde vous pose la question, mais comment ça se passe? On nous prévoit un hiver difficile. Est-ce qu'aujourd'hui, le gouvernement fait assez? Fait pas assez? Votre vue là-dessus, c'est quoi? Moi, je suis quand même assez optimiste. Je vois que les prix de gaz descendent et je pense que personne ne sait le savoir, mais j'espère quand même que les prix vont plus remonter à ce que c'était. Pourquoi? Parce que le problème était que tous les pays européens achetaient au même moment. Ils voulaient avoir leurs réserves en plein. Stock, ouais. Et alors, s'il y a tellement de demandes et pas tellement sur le marché, alors d'offres, alors le prix va exploser. Et maintenant que tous les réserves sont déjà bien remplies,
le prix descend. Donc, moi, j'espère qu'on a eu le plus grave, c'est derrière nous, et que les prix vont descendre, et que ce sera plus facile. J'espère. Je suis quand même assez positif. Mais le problème, c'est ici que le gouvernement fédéral ne sait rien faire parce qu'il n'y a plus d'argent. On est en fait, comme pays, faillite. Oui, c'est ce que disait Bart de Wever il y a Oui, et quelques c'est semaines. vrai. Il faut aller voir, hein, on a un déficit de 30 milliards. Il n'y a aucun pays qui a un déficit tellement grand sur un tellement petit pays. Donc, effectivement, c'est tout ce qu'on a fait pendant beaucoup d'années, qu'on n'a pas investi comme il faut, on n'a pas poussé les gens à travailler, il y a le taux de chômage qui est trop haut, les impôts qui sont trop hauts. Y compris dans les politiques énergétiques. Ce matin, on reparle maintenant de réinvestir dans le nucléaire. Je veux dire, les gens, ils vont rien comprendre. C'est de la folie entre les batailles pour sortir du nucléaire et les batailles pour réinvestir dans le nucléaire. Écoutez, le nucléaire, c'est une énergie clean, hein, donc il n'y a pas de pollution. Et nous, on a toujours dit qu'il faut essayer de prolonger les centrales. Si on a 50 centrales nucléaires qui se font en France, et si on voit qu'on en a aux États-Unis et partout, alors en fait, nous, on va dire non, nous, on sera mieux que tout le monde. Alors effectivement, ça, c'est la politique des Verts, et maintenant, on voit qu'est-ce que ça nous donne comme problème. Michael Freilich, on va attaquer les questions de la fin. On va vous poser des questions rapides, on vous demande de répondre rapidement. Pour un politicien, je sais que c'est pas évident, mais on va essayer quand même, hein. Alors, c'est quoi la chose la plus folle que vous avez fait dans votre vie? Ah, voilà. C'est Et pas quand une vous question, savez oui et pas, non. vous dites je sais pas, je passe. Ouais. Une des choses les plus dangereuses, en fait, c'était que je suis allé prendre des photos comme journaliste photographe à Ramallah quand il y avait des tensions avec l'Israël. Je n'étais pas encore marié. Après le mariage, ma femme m'a dit, tu fais plus jamais ça. Quel est votre don? Qu'est-ce que vous avez comme faculté, Michael Freilich, que les autres n'ont pas? Je pense que je peux bien communiquer le message, surtout en néerlandais. Je m'excuse, mon français il n'est pas tellement bien, mais que j'arrive à apporter un message assez clair aux personnes. Une phrase, vous savez, des fois on a des maximes, des phrases qu'on aime utiliser. Est-ce qu'il y en a une qui vous touche, que vous aimez utiliser? Ouais, live and let live. En français, on comprend tout ce que ça veut dire, vivre et laisser vivre. Vivre et laisser vivre, surtout quelqu'un qui est membre de la communauté juive et quand des gens qui me demandent, mais c'est quoi votre vue? Alors je dis, tout le monde fait ce qu'il veut, il faut imposer rien à l'autre. Est-ce qu'en regardant votre passé, vous vous dites, je suis déjà content et fier du parcours que j'ai accompli? Si je vois que je pouvais être élu, alors bien sûr, je suis content, fier, pas vraiment, parce qu'il y a encore beaucoup à faire. Je suis relativement jeune. Vous pouvez me demander la question dans 20 ou dans 30 ans, c'est trop tôt. Si vous avez une lampe d'Aladin, vous savez, cette fameuse lampe où on peut exaucer des souhaits qu'il y a dans les dessins animés, là, on a droit à 3 vœux. Ça serait lesquels vos 3 vœux, Michael Freilich? Une petite fille, comme ça que ma femme est contente, et bien sûr aussi. La paix au Moyen-Orient et qu'on a un modèle confédéral qui marche. Vos 3 grands plaisirs du moment? Je suis amateur photographe et vidéographe, donc j'ai un petit drone que je lance quand on est en vacances, donc j'adore faire ceci. J'adore aller en vacances et j'adore aussi en fait le travail. Je sais qu'il y a des gens qui n'aiment pas dire ça, mais moi j'aime ce que je fais. C'est pas que je me lève chaque jour et dis zut, il faut aller travailler. Donc voilà. C'est quoi votre meilleur moment de la journée? Mon meilleur moment de la journée, c'est à la fin de la journée quand je dis aujourd'hui j'ai vraiment fait des choses et j'ai réussi à faire ce que je voulais faire. La défaite rend humble ou revanchard? Je crois que c'est les deux. Ça dépend quelle défaite. Et quelquefois, ça donne aussi de l'énergie. Qu'est-ce que vous prendriez avec vous si vous deviez aller dans l'espace? Mon iPhone. Un chargeur alors. Vous communiquez beaucoup, hein, vous tweetez beaucoup. Aujourd'hui, c'est comme ça qu'un homme politique, notamment, doit diffuser. On passe plus par des communiqués de presse. On y va et on y va direct au feeling. Il n'y a personne qui lit des communiqués de presse, ça je peux vous le dire. Alors, votre livre préféré? Mon livre préféré, la Mishnah. C'est très intéressant pour les gens qui l'ont lu et c'est pas trop compliqué comme la Gemara. Peut-être expliquer ce qu'est la Mishnah pour nos auditeurs qui ne sont pas de confession juive? Ou même ceux qui le sont, mais qui ne savent pas. Alors en fait, c'est une des interprétations de la Bible. Alors, votre métier en un mot, Michael Freilich? Marketeer. Ah oui, carrément. Oui, je suis pas politicien, je suis marketeer. Le métier que vous rêviez d'exercer en étant enfant? Pompier.
Ah, carrément. Vous Ouais. vouliez déjà éteindre les incendies. C'est Bien un peu sûr. finalement ce que vous essayez de faire aussi maintenant. Ouais, effectivement, ouais. Votre dernière série de télévision, de Netflix, je ne sais pas si vous avez le temps de regarder ces séries dans votre emploi du temps chargé. Stiesel, Vous avez aimé Stissel? adoré, ouais. Qu'est-ce que vous valorisez le plus chez vos collaborateurs? Que la plupart des gens, en fait, dans mon parti, travaillent très dur. Dernière question. Dernière question pour moi. Quel est le conseil que vous auriez aimé que l'on vous donne quand vous avez eu 20 ans? Qu'il y aura toujours des mauvais moments et qu'il faut se relever parce que c'est pas toujours facile. Merci beaucoup, Michael Freilich. On vous souhaite Shana Tova, une bonne année. C'est ce qu'on peut souhaiter également à tous nos auditeurs qui nous écoutent. On va vous retrouver la semaine prochaine, pas du tout, parce que la semaine prochaine, ça sera Yom Kippour. Donc si je ne me trompe pas, on ne sera pas là la semaine prochaine. On vous retrouvera juste après pour continuer les fêtes de Tishri. D'ici quelques minutes, vous allez retrouver le grand journal de la rédaction, présenté, si je ne m'abuse, par Asley Santoro aujourd'hui, dès demain matin. Et juste après, la nouvelle émission de Gershon, avec qui vous emmène de la musique derrière ses platines à partir de 20h30 sur Radio Judaïka. Ça vaut la peine. Et puis dès demain matin, à partir de 7h-5, la matinale emmenée par Lise Benkemoun et toute son équipe. Merci à tous et à toutes et à très vite sur Radio Judaïka. Au revoir, Michael Freilich. Au revoir, Shana Tova. Shana Tova.